Mesdames et messieurs, bonjour. Franck Aounou, bonjour. Serge Ayaka, bonjour. Bonjour à tous. Elle est au cœur des réformes institutionnelles qui ont cours depuis 2016 au Bénin. Et visiblement, elle conditionne la bonne relance du développement local et permet de répondre de manière plus efficace et efficiente aux besoins multiples des populations avec le territoire comme ancrage. La décentralisation, faut-il le préciser, dans sa conceptualisation de 2016, est un moteur de développement. Mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la gestion des communes depuis ces 8 dernières années? Quand on parle des communes de Bénin, eh bien, impossible d'occulter le fonds d'appui au développement des communes. Comment le transfert de ces ressources du FADEC aux 77 communes de notre pays a-t-il été géré? Quels ont été les impacts principaux? Dans les 52 prochaines minutes, nous ferons, avec Monsieur le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, le point des 8 années d'exécution du programme d'action du gouvernement de la rupture dans le secteur de la décentralisation. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Serge Ayaka. Merci d'accepter de répondre à nos questions. C'est un plaisir pour moi. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur Franck Aounou. Quelles sont les principales réalisations du PAG dans le secteur de la décentralisation ces 8 dernières années? Merci beaucoup. Je vais dire d'abord bonjour aux téléspectateurs. Et les principales réalisations ces 8 dernières années dans le secteur de la décentralisation, il y en a beaucoup, mais je vais peut-être en citer 6. Nous allons d'abord commencer par la fixation des 12 chefs-lieux de département du Bénin. Et ceci a été fait depuis le 7 juillet 2016 pour combler les insuffisances dans l'administration de notre territoire et mieux assurer l'encadrement de sa gestion. Comme vous le savez, pendant longtemps, les gouvernements successifs n'ont pas pu franchir le cap de désigner ces 12 chefs-lieux de département, soit par calcul politique ou par marchandage politique. Toujours est-il que le chef de l'État, M. Patrice Talon, dès sa prise de pouvoir, a pris la mesure de la situation et a fixé ces 12 chefs-lieux de département. Et dans la foulée, évidemment, il a procédé à la nomination de 12 préfets de département, ceci également dès le 7 juillet 2016, pour prendre en charge cette nouvelle dynamique dans l'administration du territoire. Il est évident que c'était nécessaire parce qu'il fallait beaucoup de courage politique pour le faire et ne pas se laisser entraîner dans la spirale de l'inaction qu'on a vécue pendant longtemps. Ces nominations ont permis de rendre plus visible et opérationnelle l'action de l'État par l'accélération du processus de déconcentration en vue du renforcement de la décentralisation, de la démocratie à la base et de la gouvernance participative. Troisième chose, il y a la construction actuellement en cours des 11 cités administratives départementales qui seront opérationnelles dès 2025. Je pense que c'est salutaire pour notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que l'administration territoriale est restée dans le délabrement et dans le dénuement dans nos départements. Et en procédant à cela, le chef de l'État va doter chaque préfecture, disons, de bureaux potables, de résidences pour les préfets, de résidences pour les secrétaires généraux des départements et de bureaux adéquats pour les directions départementales, ce qui est vraiment salutaire. Et en quatrième lieu, je vais parler de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation comme principale réalisation dans le secteur de la décentralisation. Comme vous savez, cette réforme a consacré la séparation des fonctions politiques de celles administratives et techniques, a procédé à la redistribution des rôles, disons, dans nos communes et à l'amélioration des conditions de travail des élus et des cadres pour plus d'efficacité en vue d'un réel développement à la base. Je parlerai de l'adoption de la nouvelle politique de décentralisation et de déconcentration, la PONADEC, qui s'étendra de 2024 à 2033, disons, pour pouvoir redynamiser notre manière de procéder à la décentralisation dans notre pays. Après cela, il faut parler de l'augmentation des salaires et de la revalorisation de la grille salariale au niveau des agents des collectivités territoriales. Donc, depuis le 7 décembre 2022, c'est devenu une réalité. Je pense essentiellement, pour ne pas trop m'étendre, c'est ce qu'on peut citer comme principale réalisation dans le secteur de la décentralisation.
Alors, Monsieur le ministre, au-delà de tout ce que vous venez de citer, et puis Franck l'a rappelé il y a quelques instants, on ne peut parler de décentralisation au Bénin et occulter le FADEC. Comment le transfert de ces ressources du FADEC aux 77 communes a-t-il été géré? Et puis, si vous le voulez, quels en ont été les impacts principaux? Depuis 2016, le gouvernement a augmenté substantiellement le transfert des ressources aux communes. Vous savez, vous avez parlé du FADEC, le Fonds d'appui au développement des communes, c'est le principal mécanisme de transfert de fonds du budget national vers les communes ayant l'autonomie financière et la personnalité, disons, juridique. Il faut quand même qu'elles disposent de moyens pour pouvoir fonctionner. Ainsi, sur la période de 2016 à 2023, près de 400 milliards de francs CFA ont été transférés du budget national aux communes à travers le FADEC, investissement, soit en moyenne 50 milliards par an, représentant plus de 2 fois la dotation d'avant 2016. Donc avant 2016, on était dans l'ordre de 22 milliards par an. Nous sommes aujourd'hui à 50 milliards par an transférés aux communes. Cela a permis évidemment de réaliser dans les 77 communes près de 7 500 infrastructures socio-administratives dans divers domaines. Je vous fais grâce des détails, on va y revenir. Bien sûr. On va y revenir. C'est salutaire. Avant, le FADEC n'était pas utilisé dans les règles de l'art, mais on peut se demander, avec un tel afflux de fonds, avons-nous l'assurance que ce serait mieux géré? Oui, évidemment, tout le mécanisme est en place à travers les audits et les structures de surveillance et de contrôle pour que ces fonds soient gérés à bon escient. Qu'est-ce qui donc a fondamentalement changé dans la gestion des communes depuis ces 8 dernières années, Monsieur le ministre? Depuis avril 2016 à ce jour, les interventions du gouvernement ont impacté positivement le secteur de la décentralisation. Ainsi, on peut noter une amélioration au niveau de la manière de gérer dans les communes, la production technique ou les prestations dans les communes ont été améliorées. Et donc la gestion administrative et financière des communes a été améliorée et cela a induit un accroissement des ressources propres des communes. Vous savez, à côté du FADEC, il est demandé à chaque commune de mettre en place l'environnement propice à, disons, générer des ressources propres. Et nous pouvons dire aujourd'hui avec fierté qu'avec cette réforme, nous avons assisté à l'augmentation des ressources propres dans environ 64 communes sur les 77, à certains endroits passant même du simple au triple. Les communes qui traînent encore les pas, nous sommes en train de faire le diagnostic et avec l'aide de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, pour mieux les accompagner. Les accompagner pour qu'elles ne soient pas, disons, du reste. Il y a eu une amélioration de la qualité des actes ou bien des prestations fournies par les communes. Et également, le cadre de travail dans les préfectures et dans les mairies, ce cadre a été amélioré parce qu'il y a eu une professionnalisation des principales fonctions techniques et administratives. Avant, c'était laissé libre à chaque maire de recruter qui il voulait. Si ce n'est pas un partisan politique, c'est peut-être un proche. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, comme vous savez. Il y a un fichier national pour les principales fonctions administratives et techniques et le tirage se fait par les maires dans ce fichier au sort. Donc aujourd'hui, on peut être sûr que les aléas politiques vont être laissés de côté et qu'il n'y aura plus les interférences que nous avions connues par le passé. Évidemment, dans la foulée, les principales fonctions techniques étant en place, c'est-à-dire le secrétaire exécutif accompagné des autres cadres, il y a lieu de procéder au renforcement du personnel, de ce personnel qualifié et aussi du personnel qui existait et qu'il faut quand même accompagner pour renforcer leurs capacités, pour que ce personnel soit à disposition de ceux qui ont été tirés
disons, du fichier national. Oui. Alors, Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir un peu à la manne substantielle de 400 milliards que vous avez évoqué tantôt. Une chose est de mettre à la disposition des communes ces fonds-là, mais une autre est de s'assurer de leur gestion dans les règles de l'art. Est-ce que vous donnez cette assurance que c'est fait correctement pour éviter les dérapages? Qu'est-ce qui se fait? Oui, évidemment. Ça c'est la moindre des choses, comme je l'ai dit. Si le gouvernement se permet aujourd'hui d'accroître, disons, les transferts de fonds, c'est parce que nous nous sommes assurés que le mécanisme de suivi de ces fonds-là est en place. Il y a d'abord l'instauration d'une pratique régulière d'audit des subventions de l'État aux communes, c'est-à-dire audit FADEC. Il s'agit d'un audit annuel qui est fait dans toutes les communes, annuellement. Ça fait même partie des conditionnalités pour continuer à mettre à disposition des fonds venant du budget national et même des partenaires techniques et financiers. À côté de cela, il y a la pratique de missions de contrôle et de vérification diligentées par toute structure compétente. J'ai parlé tantôt de la cellule de suivi et du contrôle de la gestion des communes. Il y a aussi les inspections du ministère, donc notamment l'IGM, l'inspection générale du ministère de la décentralisation, peut diligenter dès qu'on apprend quelque chose. Nous sommes à l'écoute, que ce soit dans la presse ou des rumeurs. Dès qu'on apprend quelque chose, on diligente pour aller vérifier. Et aussi l'inspection générale des finances également fait la même chose. Donc ces structures de contrôle sont à pied d'œuvre à tout moment pour aller par sondage ou bien dès qu'on a une rumeur pour aller vérifier ce qui se passe. En plus de cela, il faut ajouter la reddition publique de comptes, qui est une obligation aujourd'hui pour chaque maire, et au moins une séance de reddition de comptes par semestre au niveau de chaque commune est faite. Pour toucher du doigt tout ce dont vous parlez là, Monsieur le ministre, et les efforts qui sont accomplis ces dernières années dans les communes avec l'augmentation de la cagnotte dédiée au FADEC, nous vous proposons de suivre ensemble cet élément. On revient juste après pour apprécier. À première vue, tout peut sembler ordinaire, mais les changements parlent d'eux-mêmes dans les collectivités territoriales. Des centaines d'infrastructures socio-communautaires sont sorties de terre en un laps de temps. L'appui du gouvernement aux 77 communes du Bénin à travers le FADEC, Fonds d'appui au développement des communes, a connu depuis 2016 une augmentation subséquente. À titre d'exemple, en 2023, la bagatelle enveloppe de 84,9 milliards de francs CFA a été répartie aux communes contre une moyenne de 22,3 milliards de francs CFA avant 2016 au titre du FADEC. Depuis 2016 donc, le gouvernement a augmenté substantiellement cette dotation. Ainsi, sur la période 2016-2023, près de 400 milliards de francs CFA ont été transférés du budget national aux communes à travers le FADEC Investissement, soit en moyenne 50 milliards de francs CFA par an, représentant ainsi plus de 2 fois la dotation avant 2016. Ces fonds ont notamment permis de constater des améliorations au niveau de chaque collectivité territoriale avec la construction d'hôtels de ville, d'infrastructures scolaires, sanitaires, marchandes et bien d'autres dans nos communes. Au-delà du FADEC, les mairies s'appuient aussi sur leurs ressources propres. Conscients qu'elles sont capables d'accompagner le gouvernement dans la dynamique de développer le Bénin, le président Patrice Talon a décidé de passer à une vitesse supérieure avec la mise à disposition des cadres techniques dans les administrations territoriales. Il faut aussi noter vraiment la disponibilité, l'engagement du maire qui a vu dans la réforme et dans la désignation de la secrétaire exécutive que je suis une opportunité vraiment pour relancer la commune sous son leadership. En 2022, les 77 secrétaires exécutifs ont rejoint leur poste. En quelques semaines, les finances des mairies ont connu un boom. La mobilisation des ressources propres est faite dans la transparence totale. Nous devons relever encore une fois l'accroissement remarquable du niveau de mobilisation des ressources propres de la commune qui passe de 79 millions en 2021. Donc avant notre arrivée, à 102 121 802. Au niveau de la mairie de Bono, avec la réforme
il y a eu quand même une amélioration au niveau de la mobilisation des ressources propres. Déjà en 2022, à notre prise de fonction, quand nous avons terminé l'exercice, on a fait un point, on a constaté que nous avons fait une mobilisation de près de 212 millions, comparativement à l'année 2021 où cette mobilisation n'était pas à ce niveau. En 2020, par exemple, la mobilisation des fonds propres, c'est pratiquement 1 milliard. On était à 1 milliard en 2020. Mais en 2023, nous sommes passés à près de 2 milliards. Au plan de la mobilisation des ressources propres, il faut dire qu'avant l'avènement de la réforme, la mobilisation oscillait autour de 1 milliard 400 millions. Mais à partir de 2022, nous avons mis en place des stratégies qui nous ont permis de passer en 2023 à plus de 2 milliards de mobilisation de recettes propres. Mais en 2023, on a prévu mobiliser 283 616 125 francs CFA. Mais finalement, avec tout ce que les SE, avec les cadres techniques, y compris même les agents de la mairie, tout ce qu'ils ont fait comme boulot là, nous avons atteint 303 745 886 francs CFA. Je crois, au moment où nous prenions les rênes de l'administration communale de Bopa, les recettes propres de Bopa tournaient autour de 130 millions. L'exercice 2023, déjà, nous sommes à plus de 170 millions de recettes propres. Les ressources propres en 2022 étaient à peu près à 266 millions, mais en 2023, la commune est allée jusqu'à au-delà de 510 millions de francs CFA. 510 millions de francs CFA, et cela se justifie au travers de différentes lignes qui ont connu vraiment des taux d'accroissement. Les collectivités locales ont connu une grande avancée en 8 ans du gouvernement de la rupture. Alors, on remarque aisément, Monsieur le ministre, dans ce sujet que nous venons de suivre, que les ressources du FADEC impactent le développement des communes. Mais est-ce que vous pouvez déjà nous détailler les réalisations d'infrastructures majeures qui ont été financées par les ressources du FADEC entre 2016 et 2024 ? Oui, entre 2016 et 2024, je pourrais vous citer pêle-mêle, au titre des infrastructures socio-communautaires et économiques qui ont été réalisées. Nous avons par exemple 270 blocs de boutiques, 552 hangars de marché, 91 magasins de stockage, des boucheries, environ 17, une vingtaine. Il y a eu plusieurs travaux d'assainissement et d'aménagement de marché. 25 hôtels de ville ont été construits avec 170 bureaux d'arrondissement, près de 3000 salles de classe, et près de 120 000 tables-bancs, des constructions d'unités villageoises de santé avec logements incorporés, des constructions de centres de santé ou de dispensaires, des logements d'infirmiers ou de sages-femmes, environ une trentaine, construction de stades, disons, communaux de type omnisport. En l'occurrence, le gouvernement a été très regardant sur ça. Il y en a eu 24. D'autres communes attendent 24 pour la première phase. Et ce que tout le monde salue actuellement, il y a eu la construction de marchés d'arrondissement ou régionaux. Pour le moment, 35 pour la première phase, et ça va continuer. Donc, quand on regarde tout ça, je pense que la physionomie ou le visage de nos collectivités territoriales est en train de changer. Parce que le patrimoine de l'État est en train d'être étoffé, et ce patrimoine, in fine, est le patrimoine des communes. Voilà qui est bien dit, Raphaël Akoteyon. Quelles ont été alors les réformes clés mises en œuvre dans le secteur de la décentralisation au cours de ces dernières années, et quels en sont les impacts? Je veux parler de ces 2 dernières années pour parler de la réforme structurelle sur le secteur de la décentralisation. Merci bien. Effectivement, la réforme principale ou fondamentale dans le secteur de la décentralisation est la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Et nous pouvons constater au cours des 2 dernières années, parce que la réforme, son implémentation n'a pas encore fait 3 ans, donc elle est en train de faire 2 ans et quelques, et nous pouvons noter déjà les changements fondamentaux, disons, dans sa phase active. Vous savez, c'est avec l'adoption de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 qui porte
disons, code de l'administration territoriale, tout a commencé par là. C'est cette loi qui a vraiment changé la donne dans le secteur de la décentralisation. Et désormais, c'est ce cadre légal unique de référence qui régit le secteur de la décentralisation. Fondamentalement, cette loi a fixé, disons, les nouvelles règles fondamentales de la gestion de l'administration territoriale en réaménageant notamment le mode de fonctionnement des communes. Donc nous avons d'abord une recatégorisation des communes. Nous en avons maintenant 3. Les communes à statut particulier, elles sont au nombre de 4. Les communes à statut intermédiaire au nombre de 19. Et les communes à statut ordinaire qui sont au nombre de 54. Et tous les 10 ans, il y aura une revue pour voir comment ça va s'opérer. Évidemment, tout le monde va vouloir aspirer à devenir commune à statut particulier. Une forme de compétition. De compétition dans les communes. Et cette loi, après cette catégorisation, a redistribué les rôles. Le rôle du maire a été redéfini, ainsi que celui du conseil communal. Le fonctionnement de l'administration communale et territoriale a connu une innovation. Il y a un organe stratégique qui a fait son apparition, qui est le conseil de supervision au niveau des communes. Et à l'opérationnel, nous avons le secrétaire exécutif qui gère aujourd'hui nos communes, qui gère la commune à côté des élus. Et évidemment, le préfet conserve son rôle de tutelle en tant que représentant de l'État. Et je pense que tout ça aujourd'hui constitue un nouvel attelage mis en place pour la bonne gestion de nos communes. Évidemment, la personnalité juridique et l'autonomie financière des communes sont maintenues, ça ne change pas, mais il faut gérer en tenant compte, disons, des changements induits par le Code de l'administration territoriale. Et je l'ai dit, ce code a fait apparaître des acteurs stratégiques, le Conseil de supervision. Le Conseil de supervision, aujourd'hui, est composé du maire, de ses adjoints et des 4 présidents de commission qui fixent les orientations, fixent les objectifs, proposent cela au conseil communal qui le valide, qui valide ses choix, ses orientations. Et une fois que c'est validé, c'est mis dans les mains du secrétaire exécutif qui, avec les 6 cadres tirés du fichier national qui l'entoure, ont la charge d'opérationnaliser ou d'exécuter ce que les élus ont décidé. Et donc il y a une professionnalisation, disons, de la gestion des communes. Et par exemple, aujourd'hui, si une commune doit suivre les prescriptions du code, c'est qu'il faut, par exemple, en matière d'aménagement, de développement local, il faut fixer les orientations, fixer les objectifs, dire, par exemple, en matière du schéma directeur d'aménagement de la commune, quelle zone sera à urbaniser, quelle autre sera à garder pour, disons, l'agriculture ou l'élevage, ou bien même l'industrialisation. Et quand tout cela est fixé, avec l'aide des cadres tirés du fichier national, qui sont des cadres d'un niveau ingénieur aujourd'hui, et l'appui des services déconcentrés de l'État en la matière, on pourra être sûr que d'ici quelques années, nos communes auront un visage vraiment digne, disons, de la modernité et répondront aux enjeux de la décentralisation. Oui. Alors, justement, parlant de cette réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation, les citoyens se font leur petite idée des différents changements induits par la dite réforme sur le fonctionnement des communes. Dans l'élément qui va suivre, nous vous proposons de suivre l'avis de quelques-uns. Il est au-delà d'un visionnaire. Il est au-delà d'un visionnaire. J'ai servi dans les mairies, communes et tout ça là pendant 25 ans. Et j'ai vu tout ce qui se faisait, tout ce qui se passait. Mais avec l'avènement des SE au niveau des communes, ça arrête toutes les dérives. Ça arrête complètement toutes les dérives. Parce qu'ils sont, des élus, ils sont des hommes politiques et ils ont des redevances vis-à-vis de leur électorat. Et tout ça là amène les gens à ne pas pouvoir fonctionner normalement. On veut remercier les gens. On veut remercier les gens et ils passent à côté. Ils n'ont pas la main libre. Ils ont des parrains politiques, ils ont un électorat à défendre. Mais l'avènement des SE
Ça arrête tout ça là, et complètement. À l'accoutumée, quand on venait ici, il fallait faire toute une file. Et là, je suis venu pour retirer un document. J'ai pu le faire en quelques minutes. C'est la preuve quand même qu'il n'y a plus de file. C'est la preuve que le service a quand même changé, quelque chose a changé. L'accueil, ça a changé parce qu'aujourd'hui, quand vous exhibez le nom du secrétaire exécutif, quand même, tout le monde a peur. Tout le monde a peur et puis on est obligé de vous satisfaire. Ça, quand même, je crois que c'est l'actif du gouvernement pour cette réforme et c'est à saluer. Dans les années passées, à Bono ici, et notre manière de mobiliser les fonds était autre chose. Mais aujourd'hui, là, quand les réformes sont arrivées, on nous a, nous en tant que chef de village, on nous a montré la voie par laquelle nous allons passer pour mobiliser les ressources. Beaucoup de choses ont changé en bien. Il y a le recrutement dans l'administration locale là, qui a vraiment changé. C'est aujourd'hui l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Avant là, les politiciens placent les leurs et ils font de l'administration ce qu'ils veulent. Avec les réformes, les redditions de comptes se passent plus bien. Il faut le dire, nous participons à toutes les étapes de la reddition de comptes, surtout en tant que CPC. Nous sommes associés et des fois, c'est nous qui imposons les thématiques. Auparavant, quand vous venez à la mairie pour des légalisations, pour des services, il se trouve que vous ne trouvez pas le personnel en place. Mais avec l'arrivée du SE, du secrétaire exécutif, et l'absence au poste, le retard au travail, ça a cessé. C'est une réforme nécessaire. Et si elle n'existait pas, c'est qu'elle doit exister. Et heureusement, c'est arrivé. Et nous remercions le chef de l'État qui a compris que sans cette réforme, le développement à la base ne serait pas une réalité. Monsieur le ministre, on comprend en suivant cet élément la satisfaction des usagers de l'administration communale à la suite de cette réforme, mais on ne peut quand même pas dire que tout est rose dans nos communes aujourd'hui. Oui, comme vous le savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est en se mettant à l'œuvre qu'il faut s'ajuster au fur et à mesure des embûches ou difficultés éventuelles. Non, c'est vrai. Je sais que vous voulez faire allusion peut-être aux démissions ou aux révocations de secrétaires des SE, mais il y a plus de peur que de mal. Parce que quand on regarde d'abord les démissions des secrétaires exécutifs, ici et là, nous sommes environ peut-être 9 sur les 117 communes, ce qui n'est pas alarmant, c'est inhérent pratiquement à toute réforme, à toute nouvelle réforme. Parce qu'il y a des gens qui pensaient, il y a des secrétaires exécutifs qui pensaient peut-être que le mode de gestion auquel nous nous sommes adonnés pendant 20 ans avant, ce mode de gestion continuait à avoir cours. Mais ils se sont trompés. Et une fois sur le terrain, ils ont vu non, il y a tout un mécanisme pour que les fonds soient gérés dans les règles de l'art. Ce n'est pas parce qu'on est ordonnateur de budget qu'on va continuer à gaspiller les fonds. Donc, certains ont reconnu carrément qu'ils se sont trompés parce qu'il n'y a pas, disons, un terrain favorable pour qu'il y ait de fuite de fonds ou de dispersion de fonds. Et on ne peut plus s'adonner également aujourd'hui à l'improvisation. Le SE ne peut pas se lever et faire ce qu'il veut. Il faut se baser sur les décisions du conseil communal ou bien du conseil de supervision. Et le SE ne peut pas attribuer de marché à qui il veut. La personne chargée, la personne responsable des marchés publics est là pour ça. Elle doit suivre les procédures. Si le SE s'immisce dans la chaîne de passation des marchés publics, il va en répondre. Certains, ayant vu cela, ont rebroussé chemin, calmement. D'autres, puisque leur qualification est une qualification présumée sur papier, à l'épreuve des faits, il y en a qui n'ont pas pu répondre convenablement, et donc il y a eu des révocations. Il y a eu des révocations pour insuffisance de résultats, quelques cas de difficultés de collaboration avec les élus, mais les SE et le personnel technique
administratifs tirés du fichier national restent, disons, employés des communes, des mairies. Et ce sont les maires qui signent leurs actes, disons, de recrutement. Et si quelqu'un pense qu'il va en faire à sa tête, il est mal tombé. Donc, ce qui a eu comme démission, révocation, ça rentre dans ce chapitre. Et c'est pour montrer que la réforme est dans une dynamique où nous voulons optimiser, disons, aussi bien les compétences de ces cadres-là tirés du fichier national et les mettre en phase avec les enjeux de la décentralisation en respectant le code nouvellement voté. Donc il n'y a pas de problème majeur. C'est vrai, les maires ont signalé quelques difficultés de collaboration. Non, pas de collaboration, de consommation. J'ai parlé de collaboration déjà, de consommation des fonds, des ressources. Quand on regarde parfois, il y a des taux de consommation de budget qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Et quand on regarde cela, c'est effectivement dû peut-être au noviciat des agents qui ont été tirés. Aux procédures qui sont parfois... Et aussi aux procédures. Mais nous avons déjà fait des rencontres, notamment avec les services du ministère de l'économie et des finances. On a cerné le problème et des recommandations ont été faites pour que ce processus soit fluidifié et que aussi bien dans la chaîne de passation des marchés que dans la chaîne de consommation des dépenses publiques, que tout soit, disons, fluide dorénavant. Et je pense avec cela, les taux de consommation des budgets communaux vont s'améliorer. Alors, vont s'améliorer. Au vu de tout ce que vous venez de citer, que faudrait-il encore améliorer selon vous, Monsieur le ministre? Ce qu'il faut améliorer, c'est le respect d'abord des tests. Le respect des tests. Il faut suivre les procédures édictées en matière de consommation des budgets, en matière de passation des marchés publics dans les mairies, et éviter que les structures de contrôle, aussi bien les contrôleurs financiers ou bien le trésorier communal, s'adonnent à des observations incessantes. C'est-à-dire que quand le secrétaire exécutif leur envoie un dossier, il vaut mieux faire en même temps toutes les observations. Il ne faut pas faire des observations de manière parcellaire. On fait des observations, on retrouve ça au secrétaire exécutif. Quand les gens se mettent à jour, en tout cas, donnent satisfaction à ces observations, quand ça revient chez le contrôleur financier, il en fait de nouvelles. Donc ça fait des va-et-vient qui allongent le délai, disons, de traitement des dossiers. Et c'est tout ça qui retarde, disons, la consommation du budget. Et comme je l'ai dit, le problème a déjà été cerné et je pense que ça devrait aller. C'est vrai que dans le cadre du programme d'action du gouvernement, dans le secteur de la décentralisation, nous avions parlé également du fonds d'investissement communal, le FIC. Le FIC est censé donner aux communes de nouvelles sources de financement. Sous quelles conditions les communes pourront recourir à l'emprunt, sous quelles conditions les communes pourront recourir à contractualiser dans le cadre d'un partenariat public-privé et autres. Il y a la finance climat, les changements climatiques aujourd'hui avec l'adaptation que cela appelle de notre part. Il y a des bailleurs de fonds qui sont prêts à aller dans ce sens. Et pour pouvoir consommer ces fonds verts et ces fonds liés au climat, au changement climatique, il faut des conditions. Il faut mettre des balises dans les communes. Le FIC est censé poser, disons, les mécanismes pour que cela soit possible. Et c'est en cours. Aujourd'hui, il y a la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes qui a travaillé sur le FIC. Et je pense que le comité stratégique va s'y pencher bientôt et le gouvernement fera les options qu'il faut pour que le FIC devienne une réalité. À long terme, on risque d'avoir des communes qui fonctionnent comme des entreprises, c'est ça? C'est vrai que la nouvelle donne aujourd'hui, la gestion axée sur les résultats est de mise partout, mais dans les communes, ce qui importe, c'est la valorisation des potentialités de la commune, tout en assumant, disons, la satisfaction
des populations à la base. Et donc, ce ne sera pas fonctionner comme une entreprise au sens de chercher à maximiser le profit, non. Mais c'est chercher à satisfaire les populations, chercher à travailler pour le développement, disons, de la commune. Il faut que le visage que présentera nos communes demain, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, qu'on sente que, avec la réforme, vraiment, il y a eu vraiment une plus-value, quelque chose a bougé positivement, et que le développement de notre territoire national soit vraiment équilibré. Il faudrait qu'il y ait un équilibre dans le développement du territoire. Alors, on entend parler aussi de la nomination de conseillers juridiques et de conseillers financiers pour les préfets. Toujours en droite ligne de la loi portant code de l'administration territoriale, il y a eu en même temps une réorganisation de nos préfectures, une redéfinition des attributions des préfets, du fonctionnement et de l'organisation des préfectures. Et dans ce sens, chaque préfet sera aujourd'hui entouré, je peux dire, d'un conseiller juridique et d'un conseiller financier, ce qui n'existait pas par le passé. En dehors de ces deux conseillers-là, il y aura dans nos préfectures dorénavant 2 directions. Au lieu des services auxquels nous avons droit aujourd'hui, il y aura 2 directions. Donc cette nouvelle donne est en cours de concrétisation. Le décret a déjà été pris et les préfets sont actuellement en consultation pour faire les propositions allant dans ce sens. Mais monsieur le ministre, qu'en est-il exactement du CEFAL? Oui, le CEFAL, le Centre de formation pour l'administration locale, le CEFAL. Le CEFAL est à pied d'œuvre et est sollicité fortement dans le cadre de cette réforme. Il n'y a pas de semaine, depuis que la réforme a été implémentée, il n'y a pas de semaine que le CEFAL ne soit pas sollicité pour le renforcement de capacités aussi bien des élus, que ce soit le maire, ses adjoints, les chefs d'arrondissement, les présidents de commission, les conseillers communaux sans charge, mais aussi les cadres, aussi bien tirés du fichier que les autres membres du personnel de la commune, en tout cas de la mairie. Il n'y a pas de semaine, je le dis, que des plans de formation ou de renforcement de capacité ne soient programmés de concert avec la cellule chargée du suivi et du contrôle de la gestion des communes pour pouvoir accompagner tous ces acteurs, disons, dans la mise en œuvre de la réforme. Nous avons, au titre du PAG, prévu même reconstruire le CEFAL et faire du CEFAL un centre à vocation régionale. Les plans architecturaux existent déjà. Tout ça a été fait et transféré au ministère en charge du cadre de vie pour voir si ça tient la route. Après, les appels d'offres seront lancés pour que le CEFAL soit relooké. Mais en matière de compétences, le CEFAL est pleinement engagé dans la réforme structurelle du secteur de la décentralisation et travaille au quotidien. Serge, chers amis téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission bilan consacrée au secteur de la décentralisation. Nous avons entre autres évoqué la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans le secteur, les réalisations effectuées grâce au fonds FADEC et nous avons passé en revue les défis des 2 années de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation aussi. Et grâce aux explications du ministre, eh bien, nous avons pu comprendre que beaucoup de choses sont faites dans le secteur pour faire de nos communes des entités au service du développement. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez autre chose à dire que vous n'avez pas partagé avec nous au cours de ces moments passés? Non, je ne pense pas que j'ai autre chose à dire, mais je peux quand même dire que depuis 2016, la décentralisation au Bénin a pris un nouvel essor, avec la volonté affichée du chef de l'État d'agir sur les manettes de performance du secteur. En conséquence, le gouvernement a posé les balises et les prérequis d'une meilleure gouvernance de nos collectivités territoriales décentralisées, pour faire d'elles le levier du développement à la base, et renforcer, disons, la capacité des communes à faire à terme de grands investissements structurants à fort potentiel socio-économique afin de dynamiser l'économie locale, le tout pour créer dans nos communes les conditions de vie agréables, afin que les populations n'aient pas besoin de partir vers les grandes villes pour avoir accès aux services sociaux
de base. Et les effets positifs de ces différentes actions qui procèdent de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement nous projettent vers un lendemain meilleur et garantissent à nos populations rurales et urbaines un plein épanouissement et l'identification de soi. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre. Merci, je vous remercie. Merci Franck. Merci Serge. Merci à toutes et à tous. Bonne suite des programmes sur nos différentes antennes.